Vous êtes sur Radio Camping, le podcast fait par et pour des acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'infos et d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Salut Jérôme. Salut. Bon, merci de me recevoir dans ce camping magnifique. Pour moi, je l'ai connu il y a 7 ans. J'étais venu au camping il y a 7 ans et c'est vrai que depuis un moment, je tanne mes amis pour me dire il faut absolument qu'on aille dans ce camping. Et en l'occurrence, ça a sacrément changé. Donc si tu veux bien me retracer un petit peu le parcours de comment tu en es arrivé au camping, à gérer le camping Maguide et depuis quand, et est-ce que c'est une affaire familiale, parce qu'on se dit forcément qu'on arrive dans un beau camping avec un jeune comme toi, au cœur de l'âge. Jeune, merci, c'est magnifique. On se dit comment est-ce que Jérôme est arrivé à gérer une pépite comme celui-là. Bon bah déjà bienvenue et merci d'être venu nous voir et d'être dormi ici dans cet endroit, dans la marina là. On parlera tout à l'heure. Voilà, moi je présente, je suis Jérôme Lafaille. Ouais. Ce camping on l'a créé avec ma femme, c'est pas du tout une affaire familiale, c'est un camping qu'on a repris en 2004 avec Nathalie. C'est un camping que lorsqu'on est arrivé qui existait depuis 1961. C'est une vieille dame quoi, comme on dit. Ouais. Mais, il a existé, mais il était un peu en désuétude. Il n'était pas exploité à sa juste valeur et surtout il était 100% résidentiel quoi. Il y avait 4 locatifs qu'on a acheté quoi. Ok. Donc, tu l'as acheté à quelle année? On est arrivé en 2004, en juin 2004. D'accord. Nous on arrive du camping puisqu'on a commencé. Nathalie avant moi en 93, elle était déjà chez VVF avant que Trigano reprenne les VVF. D'accord. Ouais. Moi je suis rentré en 97 chez Campéole. Ok. Donc on a fait une carrière chez Campéole. Tu étais directeur de Campéole? On a fait des saisons, puis on est passé adjoint, d'adjoint. On est parti sur un camping, les Paludiers, sur la presqu'île du Croisic, au-dessus de la Bolle. Le camping Flower maintenant. Je sais pas si c'est MS Vacances ou qu'on a repris une partie, je sais pas ce qu'ils ont repris. D'accord. Ouais. Okay. Et après, de là on est parti, j'ai été recruté par les campings municipaux de Sanguinet, Broustarik et le Lac, pour reprendre les campings mais sous particularité, donc c'était vraiment la commune qui gérait, donc moi j'étais le directeur des 2 campings. Okay. Et Nathalie, il y avait déjà une directrice au Broustarik, donc Nathalie a été directrice du Lac. Vous étiez ensemble? Moi je chapeautais, mais on a toujours travaillé ensemble, ouais, depuis qu'on se connaît, on est tout le temps ensemble au quotidien et dans le travail. Ça marche. Voilà. Et après en 2003, donc on était sur les campings municipaux de Sanguinet, la tempête. J'ai un savoir-faire, on va dire, malheureusement sur les tempêtes et les gestions de crise. Ouais. 99 chez Campéole, on a fait la tempête 99. On a eu l'Erika après au bord de l'eau. Ah ouais. Et après je suis arrivé au camping municipal de Sanguinet, il y a 2003, il y a eu la tempête en juillet 2003. D'accord. Voilà, donc bon, malheureusement, c'est pas. Bon, on a su faire ça. Ouais. Et on nous a proposé en 2004 ce camping-là. Et pour la petite info, avec Nathalie, depuis que l'on est ensemble dans le camping, on a toujours dit si un jour on a un camping, on aura Maguide ou comme Maguide. Parce qu'en fait, on s'est connus juste ici sur la plage à côté de Maguide, quoi. D'accord. Et le quartier Maguide qu'on connaît bien. D'accord. Puisque elle, ses parents à Biscarrosse-Plage et moi j'ai mes parents à Sanguinet. Donc, vraiment, vous êtes originaire de Biscarrosse? Non, moi je suis natif de Saint-Émilion, je suis un fils de vigneron. Ah oui, d'accord. Mon premier métier c'était la vigne, c'est ce que je voulais faire, quoi. Ouais, d'accord. Je suis un paysan et je le revendique. Ouais. Ouais. Voilà. Et voilà, donc du coup on est arrivé, c'est des circonstances, je crois que c'était écrit quoi. Voilà, okay. On devait être à Maguide. Ouais, d'accord. Ouais. Oui, parce que en fait Maguide c'est un lieu-dit aussi, c'est le camping Maguide, c'est un quartier, lieu-dit, c'est un port, donc le port de Maguide qui est derrière nous. Alors le quartier Maguide commence un peu plus haut avant d'arriver ici, donc il y a toute une exploitation plage où il y a des activités plage, il y a un grand port Charlet Nautique, c'est un gros concessionnaire bateau avec Nautique 40 à côté. Donc ça c'est toujours le quartier Maguide. D'accord. Et le camping s'appelle comme le quartier parce qu'il a été créé en 1961 par la famille Charlet qui à l'époque il n'y avait rien. Ils ont créé ici le camping, enfin le père Henri Charlet a créé le camping ici et il a créé tout le port aussi. Charlet, et la concession Charlet Nautique. Voilà, tout ce qui existe là-bas ça a été créé par la même famille, il n'y avait pas de voie d'accès, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait rien. Ils ont créé la route pour venir là, c'était lacustre quoi. C'était lacustre, il n'y avait même pas de plage puisque la plage a été créée par Henri Charlet. D'accord. Ouais. Les ports intérieurs, celui-là, il n'était pas comme ça hein. À l'époque, au tout début, même sur le terrain de pétanque, là-bas, c'était un trou. Il avait fait un étang au milieu.
C'est à eux que tu as acheté le camping? J'ai acheté au fils, en fait, à Jean-Pierre, qui avait repris derrière son père. D'accord. Ouais. Et qui a cédé le camping en juin 2004. D'accord. Ok. Donc quand on est arrivé, c'était un camping, il n'y avait pas de clôture, c'était pas clôturé, il n'y avait pas de barrière à l'entrée. Il y a 45 chalets autour de chez nous là, ils avaient tous accès par le camping, ils devaient passer dans le camping pour accéder à leur chalet. D'accord. Ouais, c'était un peu... c'est un no man's land quoi. Les chalets, là j'ai vu qu'il y avait des logements... Ouais, c'est des chalets. C'est dans le camping? Non. Parce que j'ai pas trouvé l'accès pour y arriver. Plus maintenant. C'est que nous, quand on a acheté en 2004, il y avait... ces chalets en fait ils ont été créés de... Mais c'est pareil, ils se sont mis autour du camping en fait, c'est des gens qui ont créé une cabane en planche, en tôle, Ouais. ils n'avaient pas d'eau, pas d'électricité, D'accord. pas d'assainissement. Et en 2004, la commune, il y avait déjà un projet et ça a été acté en 2005. Ils ont décidé de faire un lotissement en fait, et donc chacun a payé une quote-part pour lotir l'ensemble. Et mais puis fait nous, là, en location légère, enfin en tout cas c'est des hébergements légers, ah, un mais peu comme après, des chalets ou des ils ont des mobil-homes. structures, ils ont des structures à eux qu'ils ont été obligés après de mettre aux normes. Mais bon, ça Ouais. c'était Ouais, un c'est truc tout annexe au camping. D'accord. Mais enfin nous c'était la condition sine qua non d'achat. C'était avec l'Amérique quand j'ai été voir pour acheter, Ouais. c'était qu'on puisse clôturer parce que ça reste un camping, donc je vais jouer des clôtures et une barrière à l'entrée pour réglementer l'accès quoi, parce que aujourd'hui c'est difficile de faire un camping avec sans clôture et sans barrière quoi. Ouais. 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 En plus Même avec, si- même si avec c'est les quand normes même, aujourd'hui actuelles, Ouais. faut qu'on puisse gérer quand même la clientèle quoi. Ok. Voilà. Et le flux de gens. Donc vous avez acheté ça en 2004, c'est bien ça. Nous on s'est connus à peu près aux alentours de 2010, donc c'est vrai que c'était un camping hyper bien placé, mais pour le coup, voilà, pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Alors juste pour résumer le volume, enfin la taille du camping, il y a combien de parcelles sur le camping maintenant? Alors c'est un camping qui fait 6 hectares. D'accord. Il est classé aujourd'hui depuis 2022 à 228 emplacements préfectoral D'accord. à tout France. Il en avait 275 quand on est arrivé. Ouais. J'ai supprimé 50 emplacements. Ah ouais. Mais ça c'était une volonté Ouais. parce que je trouvais que c'était pas adapté à ce qu'on voulait faire quoi. Nous on D'accord. voulait amener de l'espace et surtout de l'espace vert. On en parlera après sûrement, mais on a planté énormément, c'est notre Ouais. signature ici. On est vraiment sur l'espace vert. Et ce que nous on a acheté quand on est arrivé ici, surtout on a acheté la carte postale de la plage quoi. Ouais. Ouais. On n'a pas radé ce qui se faisait parce qu'il y avait presque 200 résidents quand on est arrivé, donc Ouais. c'était et puis 200 résidents livrés à eux-mêmes avec des structures dures devant. Ils avaient mis des les campings, il y en a qui ont connu ça, c'était des structures en PVC qui se mettaient devant les mobil-homes. Ah oui. Certains avaient fait des dalles béton devant. Ah ouais. On n'était pas loin de la clôture électrique, il y avait un jardin quoi. Ouais, c'est Il y avait des bâches bleues, enfin bon, c'était il fallait se projeter quoi. D'accord. Ouais. Ouais. Donc par contre, ouais, c'est vrai que quand on voit les photos, je vous inviterai à aller voir le site internet et les photos du camping Maguide. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être en Polynésie, et bon ça on va en parler juste. En Polynésie sans les palmiers. Hein? Parce que, Ouais. parce que la végétation, on a essayé quand même de travailler avec de la Ah oui. végétation qui ressemble, ou qui est locale, ou qui ressemble vraiment à ce qu'on peut trouver sur place quoi. D'accord. Ça, Ok, au niveau de la c'était, restructuration, l'objectif. mais en tout cas c'est vrai que là et en tout cas encore moins sur la côte atlantique, parce que là quand on est sur la plage on a vraiment l'impression soit d'être en Méditerranée, soit d'être à Bora Bora avec le pilotis, et, bah, peut-être attendre que l'avion passe. On est en pleine nature, normalement on fait les podcasts dans un bureau, donc c'est justement les contraintes mais aussi le charme, et justement là c'était l'objectif quand j'ai demandé à Jérôme est-ce que tu veux bien, c'est donc le deuxième podcast sur un gérant de camping, et directement moi j'ai voulu interviewer Jérôme parce que vous allez bien le voir et vous allez commencer à le comprendre, l'évolution du camping, la vision qu'il a de l'accueil de vacanciers et la montée en gamme qu'il a fait sur du coup en tout cas 10 années là maintenant presque depuis que tu as fait les travaux. Ouais, en fait on va dire qu'on peut scinder les 18 ans passés ici en deux grandes étapes, Ouais, ou même peut-être une troisième qui débute, mais il y a eu on va dire les 10 premières années qui ont été consacrées à du souterrain essentiellement. On a fait vraiment tous les réseaux, ouais, on a fait que des tranchées, mettre des câbles, de l'assainissement, de l'eau d'accord. pour refaire tout en état. En prévision quand même d'avoir une pensée avec les câbles qu'on a passés pour le développement futur.
Ouais. Donc ça c'était un challenge sans tout casser non plus, mais bon, voilà, c'était compliqué. D'accord, ouais. Donc ça a été les 10 premières années, donc c'est un peu frustrant parce qu'en fait tu mets beaucoup d'argent. Ouais. Les premières années, C'est ça. on a mis beaucoup d'argent mais ça se voit pas. Ouais. Donc les gens ils te disent presque bon on voit pas ce que vous faites, mais par contre ça coûte beaucoup. Ouais. Et ça coûte C'est pas générateur de chiffre d'affaires directement ouais, non plus, quoi. Ça coûte autant que la deuxième partie quand on a commencé à la tranche à partir de 2014 on a commencé à travailler, mais c'est vraiment notre tournant vraiment de Magid, on va dire, c'est les années à partir de 2016. Ouais. Même 15, on a fait en fait moi je me suis passé, donc vous avez compris, ça fait quelques années, et je me suis aperçu en fait que tous les ans on faisait des choses. On se dit ouais attends, on va mettre des mobilhomes comme ça, je trouve ça sympa, tu sais là-bas on va faire ça. Et en fait on travaille par zone, mais en fait je trouvais qu'il n'y avait pas de cohésion de l'ensemble. D'accord. Et en fait des fois tu t'aperçois que tu viens casser un peu ce que tu as fait avant, parce que tu le restructures pour pouvoir que ça s'embrique bien avec ce que tu fais aujourd'hui. Donc c'est un peu des fois dommage parce que tu as dépensé de l'argent là, qu'au bout de 2 ou 3 ans tu te dis merde je vais le refaire parce que c'est pas ça va pas s'embriquer quoi. Ouais, d'accord. Donc en 2014-15 j'ai fait faire un état complet du camping par un géomètre. D'accord. Il nous a fait un relevé précis de tout ce qui existait. Tu l'avais même pas ça, vraiment. Non, puis pas aussi précis. Donc Donc on a fait sur plusieurs calques. d'accord. Tout ce qui était espace vert, les arbres, les réseaux, la vanne d'eau, le coffret électrique, la bouche de tout à l'égout. Ouais, tous les Enfin les bâtiments forcément. On a fait un état complet de ce qui existait. D'accord. Et à partir de là, donc là j'ai fait appel, moi j'avais le projet dans la tête, j'avais une envie. Et avec Nathalie, on était sur on savait où on voulait aller, mais on s'est fait aider là-dessus par Eric Brel, ça s'appelle Polymidi, c'est un architecte qui fait de la piscine, mais il fait aussi beaucoup de camping en création, avec qui on s'est entendu top. C'est un mec qui a compris tout ce qu'on voulait faire, et puis il était vraiment dans notre approche. Il fait de la piscine, mais il fait aussi de l'urbanisme, de camping et architecte paysager aussi. Cool. Ouais. Alors paysager, après j'ai travaillé avec un paysagiste sur place. Ah oui. Enfin moi déjà je savais ce que je voulais, mais après sur les plans et tout, puis c'est toujours bien d'avoir des conseils extérieurs, parce que quand tu es dans ton truc, tu as un peu les œillères, et c'est bien d'avoir il faut aller voir à l'extérieur les avis et tout, parce que c'est comme ça que tu progresses, quoi. Ouais. Et que tu fais des choses bien, à mon avis. Oui, parce que même si toi tu disais que tu avais une clairvoyance sur ce que tu voulais en faire, quand même, malgré ça, tu as quand même pris du recul et tu t'es fait appel à tu es obligé. Tu es obligé, parce que aujourd'hui, Magid, c'est ce qui est comme ça, parce qu'il y a quand même des gens qui sont intervenus et qui chacun amène son petit bout de truc, et c'est pour ça que tu améliores. Et là tu dis, ah ouais, son idée elle est sympa, il faut écouter les gens. C'est important. Surtout qu'aujourd'hui, quand tu viens dans un camping comme celui-là, tu te dis, il y a des choses plus évidentes. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup aujourd'hui la gestion de quartier, la gestion de la piétonisation, le côté paysager des campings pour monter en gamme. Mais en tout cas, faut se dire que toi, ça a germé en 2012-2013. Voilà, nous j'ai toujours eu envie de faire un camping, même quand on est rentré au tout début avec Nathalie, je voulais faire un camping 100% piéton. D'accord. C'était un rêve d'enfant, on va dire, depuis tout le temps. Et quand on a acheté ici en 2004, les gens n'avaient pas d'argent, donc on est tombé sur une banque Crédit Agricole, on peut les citer parce qu'ils nous ont vraiment soutenus, c'était vraiment très bien. Ils ont cru en nous en tout cas, donc ils nous ont prêté 100% de la somme quand on a acheté ici. Et ça, pour revenir au niveau des sommes que tu as achetées, forcément c'était très bas par rapport à aujourd'hui, ce qu'on entend. Non, oui, par rapport à aujourd'hui c'est sûr, mais on a quand même en 2004 acheté très cher. Ah oui. Pour ce qui c'était, mais bon, c'est pas. C'était le spot, quoi. Toi, tu sentais le potentiel du spot. Alors, déjà, comme je t'ai expliqué, on a toujours dit dans notre tête, on aura Magid comme mec, et puis c'était notre premier achat. On était dans le camping, mais c'était pas nous. Et quand t'arrives ici, t'as les œillères, tu vois la plage, tu vois un truc, tu te dis, putain, c'est juste le spot, je veux être là. Ouais. Donc, en fait, on a acheté avec des œillères, mais zéro regret. Tu te dis, quand pendant 10 ans tu rembourses, tu te dis, ouais, c'est cher, ça c'est sûr. mais aujourd'hui, tu sais que t'es là, quoi. Ouais. Donc, bon, voilà, oui, c'est cher, c'était cher. Mais bon, aujourd'hui, on a fait quelque chose de bien, et aujourd'hui, si on valorise aujourd'hui, on est à 10 fois ce qu'on a, même plus de 10 fois ce qu'on a acheté, donc faut pas. Enfin, voilà. Oui, parce que c'est vraiment aujourd'hui,
c'est des pépites et c'est des lieux exceptionnels, c'est des lieux d'exception de France. Enfin, moi je le vois comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont dans Limoux ou compagnie, ils te disent toujours, mais ça c'est un adage qui existe depuis longtemps, c'est t'achètes en 1 le lieu, en 2 le lieu, en 3 le lieu. Parking. Et ça c'est encore plus vrai ici sur Maguide. Ouais, tout à fait. Un spot bord de l'eau comme ça sur la plage. Je sais pas si tu feras des images un peu de la plage, mais bon, on a un port, une marina avec le quartier premium autour de la marina avec les bateaux devant les mobilhomes. C'est exceptionnel. Et quand on vit dedans, on voit. Bon, nous on gère ton site internet, donc on a toujours eu des super photos. Et d'ailleurs, tu fais venir des très beaux photographes. Mais en même temps, quand on est ici, nous qui sommes photographes. Nathalie, ma femme qui est photographe. Ouais. Et quand on est ici, en fait, on se rend compte que c'est carte postale sur carte postale. Donc quand tu vois ça et que tu vas à l'intérieur, tu te dis quand même, tu es dans un lieu pas comme les autres. Ah oui, nous on est conscient qu'on a un lieu unique et en plus on vit là, donc tous les matins tu vois le lever de soleil, et tu le prends la photo, tu prends la photo tous les jours et en fait tu crois, mais non, c'est jamais le même. Ouais. C'est tous les matins, c'est différent. Ah oui, tu as des lumières assez exceptionnelles. C'est juste magnifique. Bon, super. Donc du coup, oui, donc on parlait donc des accompagnements que tu as eu pour restructurer le camping. Donc toi, ton idée c'était camping piéton. On voulait faire 100% piéton, mais donc on a un site qui se prêtait pas à ça. D'accord. Il y a des endroits un peu. Alors nous on est dans les Landes, mais on a la chance d'avoir vraiment du relief. Ouais. On a des parties hautes, on a des dunes, donc on a des vues hautes. Donc on a un camping avec du relief, on se croirait pas dans le Pays Basque. Ouais. Ah, mais ça c'est vrai que c'est quelque chose. Et donc ça c'est un peu atypique dans les Landes parce que c'est souvent très plat chez nous. Et donc là on n'a pas pu faire un 100% piéton. Donc en 2015 quand on fait le plan avec Eric et qu'on redessine, on a fait une vision. Moi j'ai toujours dit on faisait le Maguide 2025. D'accord. Et je l'ai dans mon bureau, affiché en grand de mon bureau. Et c'est Maguide 2025 depuis tout le temps. Donc c'est la vision finie 2025. D'accord, et donc là on est en 2022, voilà. Et alors on en est où? Il en reste encore un peu, mais on est proche de la fin quand même. Il reste du développement parce qu'on a encore une zone de dune à venir implanter des bungalows, mais on est pas mal. D'accord. On est pas mal. Voilà. Bon, en fait, pour finir, donc le 100% piéton, c'était pas possible. Donc on a décidé de faire des patates, quoi, des quartiers, des zones. Et on a mis les voitures autour. Et tout l'intérieur, c'est du piéton, c'est-à-dire qu'on se gare et on va à son bungalow par des petits chemins, soit à bois. On a fait beaucoup de caillebotis bois pour accéder aux hébergements, ou des petits chemins cailloux jaunes. On a fait toujours une différence de couleur par rapport lorsqu'on est sur la route ou sur les zones piétonnes. D'accord. Okay. Voilà. Et on a des quartiers comme ici où on est, par contre, là, Lille et tout ça, où là on est vraiment sur des quartiers 100% piétons. On se gare sur une zone parking avec un numéro de mobil-home. Et là on vient à pied, où on amène les gens en golfette, les bagages et tout, parce que comme l'île qu'on voit derrière nous, là, on appelle ça l'île, on est entouré par l'eau. Ouais. Et là on y va, on amène avec une golfette. D'accord. Voilà. Ok, donc vous êtes et du Taos, donc c'est vrai que vous avez beaucoup de Taos. Donc comment ça se passe au niveau des quartiers? Tu as fait des quartiers aussi selon. Alors après le plan 2016 fini, on a commencé les travaux et on a donc 17-18 nos grosses années de travaux où là on a mis 2 millions d'euros sur une année, donc là on a mis beaucoup de gros investissements. À l'époque tu faisais combien de chiffre d'affaires à peu près? Voilà, j'étais à 4, enfin même pas, un 6 peut-être. D'accord, ouais. Donc tu as fait plus que ton chiffre d'affaires en investissement. C'est passé au niveau des banques, il n'y avait pas de soucis. C'était compliqué, ouais. Donc on a des banques, ils n'ont pas voulu tout prendre les risques, donc il a fallu partager. Ça c'est quand même bien fait. Pas en totalité, il restait encore un peu de financement à trouver, mais on est quand même reparti là-dessus, le projet sans ça. Et ce qui est atypique là-dessus, je te coupe, excuse-moi, c'est le fait qu'il y a un gros investissement comme ça, mais souvent on englobe le parc aquatique là-dedans. Toi aujourd'hui, tu vas nous parler de ton spa, mais l'essentiel de cette somme a été faite pour de l'aménagement paysager et restructurer au niveau urbanisme ton Exactement, camping. Nous donc quand on met ces 2 millions, il y a du bâtiment quand même, puisque donc, le bâtiment qui est juste là derrière nous, qui était un bloc sanitaire que l'on avait refait, c'était le premier qu'on avait refait, c'était 2007 il me semble, mais c'était un grand préau en fait. D'accord, ouais. Avec une partie dessous sanitaire avec des cloisons classiques, quoi, et un devant, un côté préau animation, ouvert, mais c'était sur des poteaux, donc
la toiture était vraiment posée sous poteau. Et quand on a fait le projet, c'était important d'avoir une piscine parce que il fallait qu'on travaille les ailes de saison, on n'était pas bon, il fallait qu'on sécurise nos clients, notre clientèle d'avril, mai, juin, quoi. Ouais. Et pareil en septembre, mais surtout à l'avant-saison. Et donc l'idée avec Eric d'ailleurs a germé de dire en fait on va pas faire une piscine, on va faire une piscine balnéo, quoi. Donc on a fait une balnéo couverte. Donc on a mis en place une piscine dans ce bâtiment-là, on a gardé le bâtiment suspendu en fait, on a creusé dessous et après on a fait les murs autour. C'était quand même un concept quoi, déjà de le faire. La charpente était comme ça parce que la charpente était comme ça. La charpente était comme ça. On a juste fait cette percée. Ça c'est le fils d'Eric qui nous a trouvé ça. L'idée de couper le bâtiment en deux avec une verrière qui coupe c'est top. Vraiment ça donne son. Ça donne des lumières quand on est dans l'eau. Ça marche. C'est exceptionnel. Ça marche bien. Ouais. Voilà, donc on a fait une balnéo là, on a refait un bâtiment, parce que là c'était un sanitaire, donc du coup on a refait un bâtiment sanitaire chauffé sur une maison d'habitation qu'il y avait, c'était un chalet qu'il y avait dans le camping, qu'on a transformé en sanitaire, et on a fait à l'étage l'hébergement saisonnier pour notre personnel, où là ils ont des chambres climatisées, avec un coin à eux, ils ont une cuisine avec une salle commune, enfin voilà. Ah donc tu loges le personnel une partie du personnel, tu le loges. Tout notre personnel est logé. Enfin, ceux qui ne sont pas locaux, quoi. On les loge tous. Et on les loge dans des conditions. Parce que c'est important, quoi. Ouais. Enfin, pour nous, en tout cas, ça a toujours été important. Donc on essaie de bien les loger. Et là, du coup, c'était l'occasion. On a fait un bâtiment pour eux, quoi. Et par contre, ils ont pas, en haut, ils ont que des WC. Ils vont se doucher au bloc sanitaire qui est juste dessous. Ouais, d'accord. Ok. Voilà, donc ça, on a fait ça, les bâtiments. On a refait le restaurant. Aussi qui existait aussi, qu'on avait remodelé plusieurs fois, mais là on a refait entièrement. Ouais, d'accord. Les terrasses extérieures, et puis on s'est consacré après là beaucoup, une grosse partie est venue là où on est. Donc sur la partie marina, où on a refait toute la marina. Il nous arrivait une tuile quand même parce qu'on avait un projet qu'on avait monté en mars 2017. On avait mis un appel d'offres pour faire fabriquer des chalets sur pilotis. Parce que sur le dessin qu'on avait fait avec Eric, la marina c'était Bora Bora, quoi. On avait les bungalows, étaient sur pilotis au-dessus de l'eau, on avait la terrasse au-dessus de l'eau et tout le tour de la marina comme ça, avec les bateaux. C'était parce qu'on a la mise à l'eau des bateaux juste à notre gauche, là. On met les bateaux à l'eau là. Dans le dessin c'était comme ça, et en fait on avait fait un appel d'offres avec Balario qui nous a planté. Oui, donc ça c'est le gros souci que tu as eu après. Alors quand tu es en flux tendu et que tu as ça, tu perds 300 000 € déjà la première année. C'est-à-dire que quand tu as fait les travaux, c'était parti. Le projet c'était de faire des pilotis qui allaient dans la marina. C'était des chalets, quoi. C'était des mobil-hommes chalets tout bois, voilà, qu'on avait designé avec Eric et sa designeuse. On avait aussi fait tous les plans intérieurs, recherché et tout. On avait travaillé de mars à septembre 2017, donc tout était finalisé. Ouais, bon, enfin, ils les ont jamais livrés. 2018, ils n'ont jamais arrivé. Et donc on a été obligé de trouver des mobil-hommes un peu en catastrophe. Et Louisiane avait 13 mobil-hommes Taos de dispo. Donc du coup on a pu heureusement trouver 13 Taos. Pour les mettre pour la saison 2018. Et ils sont arrivés, ceux-là ils sont arrivés. Donc on a perdu toute l'avant-saison, avril, mai, parce que entre temps quand même il faut quelque chose d'important. On a eu la chance parce que moi j'étais pas pour au début rentrer dans un groupe parce que j'étais indépendant et depuis 15 ans que je suis à la fédération et j'ai toujours prêché l'indépendance et camping indépendant, et on s'est fait draguer, on va dire, par Yellow. Et donc en 2017 ils nous ont convaincus qu'il fallait passer Yellow. Et c'est un choix que l'on a fait avec Nathalie et qu'on ne regrette pas parce que vraiment ça a été, et c'est toujours un grand bonheur de travailler avec eux. Ils nous ont apporté énormément, et surtout l'année, donc cette année-là où je disais tout à l'heure qu'il nous manquait un peu d'investissement. Quand tu passes Yellow, ben déjà la banque elle te dit ah ouais vous êtes passé Yellow, ah bon d'accord, donc les 200 000 qui vous manquent, ils ont ouvert la ligne de crédit de 200 000 de plus, donc tu vois, ça nous a servi beaucoup pour finir de ce qu'on avait à faire, et heureusement ça nous a servi aussi pour financer ces mobil-hommes là, il a fallu refinancer des mobil-hommes qui n'étaient pas prévus parce que les autres ils avaient déjà pris 360 000, ils avaient déjà pris 360 000, donc ils avaient déjà pris la compte. Enfin bon, c'est encore en procès, donc c'est compliqué. Voilà, et ça,
Ils sont très jolis en plus. C'est top. Et du coup, ça marche bien, quoi. Ah, ça marche bien. Alors, il a fallu tout casser parce qu'on avait fait des plots partout. Donc, il y a les réseaux qui étaient prévus pour ça. Il a fallu casser tous les plots. Il a fallu refaire tous les réseaux parce que ça correspondait plus. Le plan était plus du tout là. D'accord, ouais. Bon, on a refait. Donc, ça coûte de l'argent. Ouais. Et donc, eux, ils sont arrivés en fin juin 2018. Ouais. Et pour ouvrir le 7 juillet. Donc, en 2 semaines, il a fallu tout mettre en place. On a fait venir des entreprises. Les terrasses, l'espace vert, on a fait faire les espaces verts, du coup d'habitude on plante, là on a fait planter tout. Ah oui. On n'a pas pu le faire, mais c'était les mêmes plantes qu'on faisait, mais on l'a fait faire par la paysagiste. D'accord, ouais. Voilà, donc c'est des aléas quoi. Ouais. Et ça nous coûte encore parce qu'on est encore dedans. Hein. On est en 2022, c'est pas fini quoi. Ouais, j'imagine. Bon voilà, donc ça c'est bon, il faut tourner des pages, mais ça te marque. Hein. Ouais. Et donc du coup là on a eu la chance de trouver les Taos, et ça se marie bien, donc ça fonctionne bien, c'est en bois. Et puis d'ailleurs la clientèle aujourd'hui s'y retrouve bien là-dedans. C'est pas ce qu'on avait prévu au début, donc il a fallu aussi rembourser les gens, faire des remises parce qu'ils n'avaient pas loué les. Non mais avril, mai, juin, tu travailles pas, donc tu rembourses. Juillet, août, les gens qui viennent dedans, ils n'ont pas loué la même chose, parce que sur le catalogue, nous on n'avait pas mis, c'était pas ça qu'on louait. Bon, enfin voilà, c'était. En termes de gamme, c'est à peu près la même chose aujourd'hui. Ouais, on a un premier. Après, quand tu rentres chez Yolo première année, ça te marque le truc, tu te dis ouais, bienvenue. Bonjour Jérôme. Ouais. Bon voilà, donc ça c'est top. Et puis du coup maintenant on a un beau quartier. Après on a finalisé, la végétation a poussé. Et aujourd'hui c'est top quoi. Et ça c'est vrai que quand on se balade, alors il y a vraiment l'aspect quartier. Donc tu as le quartier un peu premium autour du port et sur la plage. Alors c'est le quartier, pas un peu, c'est le quartier premium. Le quartier Marina, île et plage. Parce que la plage c'est un autre quartier que l'on a créé un peu plus tard. D'accord. Qui est plus récent. D'accord. Donc ça, on est quartier Marina, et un peu plus loin, après le restaurant, tout le long de la plage, on a créé un autre quartier premium, et là on a travaillé avec des Key West O'Hara, et qu'on a accouplé avec des modules une chambre aussi en Key West. Donc on est vraiment directement sur le sable, avec accès directement sur la plage, avec le soleil qui se lève devant. Là, pour le coup, c'est les îles quoi. Ouais, là c'est, je savais pas quoi choisir entre la marina ou, mais en plus là-bas j'ai vu qu'il y avait même la plage avec une autre marina. Oui, parce qu'on a un deuxième port. Hein. On a 80 places de bateau ici, donc on a un port intérieur où on rentre avec un canal qui nous amène à l'intérieur du camping, et on a un port dit extérieur qui est lui directement sur le lac. Avec des digues quoi. Et même là-bas en plus ça c'est assez marquant, c'est que bien qu'il y ait la plage, tu as quand même mis de l'aménagement paysager qui fait que c'est aussi en plus d'un écrin de verdure sur la plage avec le port en face, donc c'est sûr que c'est. Moi j'aime bien toujours l'idée que les gens ils découvrent, c'est-à-dire qu'on voit pas de suite où on arrive. Donc on marche, on passe dans la végétation et on découvre là où on arrive. Et là c'est top. C'est le wow, c'est important. Ah oui. Quand les gens font waouh. Et ça c'est vrai que je l'avais. T'as gagné le truc. Autant je connaissais très bien l'aspect restaurant, il y a les photos, mais là chaque environnement paysager du camping, parce qu'après aussi c'est vrai que c'est assez. On voit tous ces quartiers intimistes, donc là on a parlé des 2 premiers quartiers, et après tu as d'autres quartiers qui eux aussi donc sont. Tu as essayé de gérer les vis-à-vis aussi, j'imagine, dans ces quartiers. J'aime toujours à dire que c'est un bordel organisé. C'est au milieu là. On a mis des mobil-homes de façon. Alors c'est pas aléatoire parce qu'à chaque fois c'est un peu quand même dirigé. Mais c'est pas rangé. Parce que je voulais pas ranger, avoir un camping comme ça rangé. Puis le fait qu'on n'ait pas mis les parkings, parce que sinon tu sais, tu as toujours un véhicule, une terrasse, un mobil-home, un véhicule, une terrasse, un mobil-home. C'est assez. Bon, après on en a besoin parce qu'il faut que les mobil-homes soient mobiles. Alors il faut toujours arriver à trouver le bon remède pour faire. Qu'on soit qu'il n'y ait pas le vis-à-vis, et ça c'est ça. Qu'il y ait de la mobilité, que ça soit pas rangé, mais que tu ne perds pas trop de place quand même. On en a perdu. Quand tu fais un truc comme ça, tu perds de l'emplacement. Mais bon, c'était un choix. Et ça, c'est toi qui l'as vu avec, l'architecte. Mais là, du coup, comme on avait un plan précis, on a pris la dimension des mobil-homes et on a fait une implantation précise sur le plan. Et après, j'ai un géomètre qui est venu, on a piqueté tous les emplacements mobil-homes pour mettre des mobil-homes en place, avec des piquets. Et après, tout l'aspect paysager, les chemins, ça s'est fait autour. On est venu tout planter autour quoi.
Et ça c'est marrant parce que c'est vrai que chez Yellow, ils poussent pas mal là-dessus, mais en fait quand tu arrives chez Yellow, toi tu avais déjà tout le cahier des charges presque Ouais, nous ça y est, c'était rempli là-dessus. Tu avais anticipé en fait. Ouais, quand on est entré chez Yellow, on n'a pas eu beaucoup de choses à mettre en place. Il y a les transats qu'on n'avait pas, c'est vrai qu'on n'avait pas mis les transats sur 100% des locatifs, bon c'est peanuts, et on avait une partie de nos bungalows qui n'avaient pas les machines à laver la vaisselle pour mettre en 4 fleurs ou premium. D'accord. On a rajouté certains bungalows. Voilà, la télé, on avait mis la télé sur les quartiers ici, mais pas partout, donc là c'est pareil, comme j'avais prévu les réseaux, moi j'ai tout le camping est en fibre, j'ai fibré tout le camping, il y a tous les réseaux en tube PVC pour amener la basse tension, comme le gaz aussi, tout le camping est dans les projets. Quand tu fais un projet, du coup ça te permet d'anticiper tout, et on a fait aussi tout le camping en réseau gaz, et j'ai plus de bouteilles de gaz. D'accord, ah oui, d'accord, au moment des j'ai 3 citernes dans tout le camping, il y a 3 citernes qui alimentent tous les bâtiments, le restaurant. Au quotidien, c'est plus pratique parce que tu n'as pas de bouteilles de gaz à gérer. Tu n'as pas la bouteille à 20h quand tu es sous la douche et qu'on vient te chercher, j'ai plus de gaz. Ça, tu l'as fait au moment des gros travaux ou les 2 premières années sur la première phase? Non, c'est la première phase qu'on a fait les réseaux, on a mis les réseaux. On ne savait pas qu'on allait mettre de la fibre optique, mais en fait, tant qu'à faire des tranchées, on a mis aussi. Donc c'est des tubes et ça marche par 3. Et avec des chambres de tirage en béton partout. Et du coup, on a tout un maillage, c'est une grosse araignée dans le camping, tout est maillé. Et ça aujourd'hui, finalement, t'es pas allé sur le gros parc aquatique qui forcément met plein la vue, mais aujourd'hui tu es plutôt allé sur des choses assez insidieuses, c'est des choses plus fines. Quel impact ça a sur la qualité est-ce que les gens s'en rendent compte? Est-ce que vraiment du coup ça fait la différence? Parce que aussi tu pourras nous reparler de l'espace balnéo. Donc aujourd'hui voilà, est-ce que les gens se rendent vraiment compte de la qualité arborée? Parce que pour finir, par exemple l'architecte, j'ai oublié son nom, Eric Brel me disait, je l'ai croisé récemment au camping à Metsa, il me disait mais Jérôme, quand il a investi dans le camping, il n'a pas été sur la petite économie, c'est-à-dire que lui il voulait faire les choses à fond, et notamment sur des choses sur lesquelles les gens peuvent économiser, notamment tout ce qui est végétation, mais avec du recul aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça fait vraiment la différence? Est-ce que les gens s'en rendent compte et ça permet de monter en gamme et avoir une clientèle qui apprécie ça? Alors déjà, nous, on a toujours pensé par rapport à la carte postale du lac. On a un spot qui est dingue, c'est vrai que quand on se met sur le bord du lac, bon, franchement, c'est une vraie carte postale, c'est juste magnifique. Et on a toujours dit, il faut qu'on rende le derrière aussi beau que les devant. D'accord. Donc la ligne directrice, elle a toujours été là-dessus, de dire, donc on va derrière travailler pour que les gens se sentent. On est sur un milieu hyper naturel, ici ça se prête pas à faire des toboggans, tu vois, ça se prête pas à avoir une grande piscine. Je pense qu'on vient pas, on vient à Maguide pour découvrir cet aspect un peu lacustre, bord de lac. On vient pas pour, on vient y trouver une certaine sérénité, et les gens qui viennent chez nous, ils nous le disent, ils adorent la végétation. C'est toujours le premier truc qui ressort. Ah ouais, c'est vachement bien, c'est hyper arboré, c'est très végétal, et tout ça, ça amène la sérénité. C'est ce qui fait que tu te sens bien. Franchement, je pense que, et puis tu te sens bien aussi parce que comme tu es, on le voit juste à côté de nous, comme tu es préservé dans ton petit cocon, dans ton mobil-home autour, ou ta parcelle autour de la végétation, du coup tu es un peu détaché de ton voisin, ça te sécurise. Et là, les gens ils viennent chercher ça. Et puis, donc pour l'animation c'est pareil, les enfants, tout ça, nous on a des enfants, mais on n'a pas on fait pas de l'animation, on n'a pas des spectacles le soir, on fait des choses très lounge quoi. On peut dire que dans le camping c'est ça, c'est vraiment, on a un DJ qui est maintenant sur la plage et tout, mais c'est très feutré quoi. Donc on vient. Après les gens nous on a beaucoup de gens qui sont habitués. On a les gens qui viennent une fois chez nous, ils viennent 5 fois, on les a fidélisés. Et quand on vient la première fois sur le site internet, ils comprennent vite où ils viennent. Ils voient bien qu'il n'y a pas de toboggan, qu'il n'y a pas d'animation avec des spectacles le soir. Donc ils savent ce qu'ils viennent chercher, mais une fois qu'ils sont venus, ils ont dit ah oui, j'ai compris. Et tu as des personnes aussi qui sont pas sur la consommation du camping classique, même on parle beaucoup de néo-consommateurs du camping, de personnes qui étaient plutôt sur l'hôtellerie ou sur. Hier, je parlais avec
un client fidèle qui est devenu un ami, je pense à toi, et qui me disait que lui, il avait une villa à Hossegor, mais malgré ça, il vient au camping et il va dans aucun autre camping sauf à Maguide, parce que c'est la carte postale, c'est le côté très calme. Et donc, oui, tu as une nouvelle clientèle comme ça, tu as une clientèle que tu sens qui est néo-consommateur du camping. Oui, c'est vrai, parce que aujourd'hui, sur les premiums surtout, on a. Bon, c'est cher, hein, on va pas se voiler la face. On est à la nuitée, c'est quand même aujourd'hui, ça coûte un peu d'argent de venir chez nous, mais on a vraiment une clientèle qui reste longtemps. On a des séjours, on a des gens qui restent jusqu'à 5 semaines en premium. Donc c'est des gens qui ont des moyens, et c'est des gens qui sont capables. Avant, ils louaient des villas au golf à Bisca ou ailleurs, et ils ont dit, ouais, mais nous on veut être là parce qu'on est sur la plage. Alors c'est des gens qui ont des bateaux. Nous on a une grosse clientèle de plaisanciers quand même. On a beaucoup de gens qui ont des mastercraft ou des bateaux de wake. Et donc on a des places de bateau qui peuvent louer le temps de leur séjour une place de bateau. On a une grosse clientèle là-dessus. Donc ces gens-là aussi sont contents de pouvoir avoir leur bungalow, le bateau juste le matin, le lac il est top, on peut aller faire une petite session. Ils vont faire une session de wake. Parce que les places de port sont vides à l'année et elles sont dédiées à être possible à la location pour les alors nous sur l'ensemble du camping, sur les 228 emplacements, on a 47 résidents au début. On en avait 175. D'accord. Donc la plupart des places de bateau, les résidents, ils ont pas tous, mais beaucoup de résidents avaient un bateau. D'accord. Donc au fur et à mesure, il y a moins de résidents, donc moins de bateaux à l'année, de places à l'année, et on a des places tournantes. D'accord. Là aujourd'hui, sur les 80 places, il doit me rester, je pense, une vingtaine de résidents. Et le reste, de l'extérieur, non? Non. De personnes ici. Alors si, c'est pas vrai, je dois avoir deux bateaux de l'extérieur ici là. Un bateau qui a sa fille handicapée de Biscarrosse, donc c'est facile pour elle de venir, donc on lui garde son bateau ici. Et sinon c'est que des gens, les places sont réservées aux gens du camping. D'accord. Et c'est en location, disponible en plus à la location? Ouais, c'est un tarif journalier du temps de séjour. Pour les sessions semi-rigides pour aller faire du wake ou des petits voiliers aussi. Exactement, il y a un petit voilier derrière nous là. Bon, pas un quillard, hein, ou alors il faut qu'il y ait une quille relevable. Ah oui, d'accord. C'est plus facile pour nous. Mais voilà, donc le port, ça nous a apporté aussi une clientèle de ce calibre-là. Oui, et puis après tu parlais du fait que ce soit cher. Alors je suis pas venu le 15 août, mais aujourd'hui j'aime à comparer le prix d'un hôtel si on veut avoir une chambre les pieds dans le sable comme on l'a ici à chaque fois. Voilà, donc toute proportion gardée, sachant qu'aujourd'hui les Taos c'est vraiment qualitatif. Donc c'est vrai que moi étant pas forcément consommateur de camping régulièrement, ou alors plutôt de camping sauvage avec j'ai un camping-car, c'est vrai que là, et pour le coup quand je vais, j'aime bien avoir quelque chose d'un peu qualitatif, notamment des chambres d'hôtel, mais c'est vrai que c'est prohibitif quand on veut vraiment quelque chose avec l'équivalent sur un camping-car. Tu l'auras pas. Et là aujourd'hui, ou équivalent sur un camping, donc aujourd'hui c'est vrai que nous le week-end, prix public c'est 350 € les 2 nuits, on est 2 couples, on pouvait même être 3 couples dans le mobil-home. Honnêtement, c'est là où c'est proportion gardée, et quand on cible une clientèle qui a l'habitude d'aller ailleurs et de payer des semaines de location et des hôtels, c'est vrai que ça paraît assez peu cher, en tout cas de ma perception. Nous en plein été, on a des tarifs qui montent jusqu'à 500. Je crois que le plus gros mobil-home qu'on a, c'est 575 € la nuit, je crois. Mais on est pour 8 personnes. Oui, c'est 2 blocs. C'est 4 chambres, 4 WC, 4 salles de bain. Donc c'est que des suites. Et la prestation à tenir dedans, les serviettes, le linge de toilette et puis les draps et tout. Donc c'est une prestation globale. Donc c'est vrai qu'il faut regarder. On avait fait ces mobil-homes au départ, c'était pour les familles recomposées. Et en fait on s'est rendu compte que ça fonctionne aussi pour, mais comme vous, il y a 2 couples, 2 enfants, ils sont 8. Donc ils prennent chacun un module, une place pour les parents. Les enfants se retrouvent chacun dans une chambre à 2 et 2. Et ça vit bien quoi. Donc c'est vrai, bon, on peut dire 570 €, ça peut être cher la nuit, mais quand on divise par 2 couples, ça fait plus que 280 € la nuit, on va dire. Ça reste correct pour la prestation. Et tu es sur la plage, tu as les transats, tu as la plancha, tu as toute la prestation quoi, et tu as juste un lieu
de dingue par rapport à si tu vas louer une villa ou si tu vas dans un Oui, hôtel. oui, c'est ça. En tout cas, c'est vrai que ça donne vraiment un accès à un lieu, et en plus c'est un village. Alors là, on sent vraiment la place du village auprès du camping, parce que vous avez donc autour de la plage qui est derrière nous, derrière le port, qui est donc juste à 50 mètres là depuis notre mobil-home, il y a un restaurant avec un bar de plage, restaurant de plage, les pieds dans le sable, et ça aussi c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Là-dessus, comment est-ce que vous gérez ce lieu? Le restaurant, donc on a tout implanté, c'est pareil, on a designé l'intérieur, encore une fois avec la designeuse chez Eric, et on a travaillé beaucoup avec lui. On a refait le restaurant entièrement, on a meublé, on a fabriqué des tables en bois et tout comme on les voulait en acier, parce qu'on avait une fameuse pareil, je voulais vraiment des tables en bois, ça me parlait. On a même fait une grande table. On dit que c'est la mienne toujours, mais c'est la table d'hôte tout en chêne, parce que nous on a travaillé beaucoup de chêne. Ici il y a énormément de chêne, c'est pareil, on en parlera après, mais dans l'eau par exemple, tous les ports qu'on voit derrière, j'ai travaillé qu'avec du chêne, j'ai toujours refusé de mettre du bois traité à cœur dans l'eau. Parce que pour moi le traitement à cœur se dissout dans l'eau et c'est pas écolo. Donc c'est 100% chêne, c'est du bois qui est naturel quoi. Même les poteaux c'est du châtaignier ou du chêne. Et après sinon tout c'est du Penelande ici. Là, alors le pâtelage qu'on voit là c'est du Penelande, mais toute la zone restaurant, la zone place du village, on a travaillé avec du platelage en chêne aussi. D'accord, ok. Voilà. Et donc on a fait ce restaurant avec une grande terrasse. Il y a 90 places sur la terrasse, il y a près 60 places à l'intérieur, et on avait un bar qui était à l'intérieur du resto. D'accord. Et en fait les gens ils faisaient pas l'effort d'aller au milieu du bar. Quand on est sur la plage, on n'a pas envie de rentrer et boire des coups sur le comptoir à l'intérieur. Et donc on avait déjà ce projet, mais on n'avait pas fait de suite. On avait fait une petite terrasse côté balnéo, à droite de la balnéo là. Et donc du coup on a créé un bar extérieur. Bar de plage. Hyper traditionnel, donc c'est charpente tradi, et on a fait un kiosque DJ à côté, et une terrasse, des canapés dans le sable, les petites lumières guinguettes sur la plage, et donc là ça fonctionne super bien parce qu'en fait on fait depuis déjà 2 ans, 3 ans, on fait des after beach, donc à 18h il vient commencer à mixer un peu sur la plage dans sa cabane, très 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 lounge, tu vois. C'est pas et donc après les gens ils enchaînent sur l'apéro. On fait des tapas, donc c'est apéro tapas, mais vraiment c'est plus vraiment dans un resto, ça se passe là, et on s'aperçoit que vraiment c'est top quoi. Ça fait vraiment le bar qu'on peut trouver dans des clubs de vacances quand on va à l'étranger. Ou en Méditerranée quoi. C'est pour ça qu'on a l'impression aussi d'être dans les bars de plage. Sur la plage voilà, et là c'est pareil, j'ai imposé, parce que nous on a mis des gérants, donc autant avant on le faisait par nous-mêmes, mais aujourd'hui ça a pris de l'ampleur depuis 2017 qu'on a tout refait, ça a pris trop d'ampleur, c'est un vrai restaurant donc il faut des gens capables, c'est un vrai métier. Comme l'épicerie, on a refait l'épicerie à neuf aussi, on a mis des chambres froides, on a tout refait, c'est eux qui gèrent aussi l'épicerie, c'est un vrai métier. Voilà, donc il y a des choses qu'on est capable de faire, et dans le camping c'est pareil, on fait beaucoup de choses, mais ce que on n'est pas capable, il faut le laisser à des gens qui savent faire. D'accord, donc le restaurant il est géré en gérance, alors que c'est vraiment un lieu, le lieu un peu central du camping. Finalement, tu as mis des gérants qui doivent déjà, on a eu la chance de tomber sur des gens adorables qui connaissaient bien le camping, parce qu'en fait, c'est des enfants de résidents. D'accord. Et c'est un jour, ils nous ont dit qu'ils aimeraient bien faire ça et tout, et puis on se connaissait sans se fréquenter en fait, c'est marrant, mais et voilà, et du jour au lendemain ça a matché, et on est hyper content que ce soit eux, ça se passe très très bien. Ils ont amené une qualité de service dedans, on a un restaurant qui est haut de gamme, on y mange très bien, et du coup on a une vraie ouverture sur l'extérieur, donc nous on accepte les gens de l'extérieur. On a mis en place à l'accès des protocoles, parce qu'on a toujours un agent de sécurité, nous 24/24. D'accord, donc c'est sur réservation, les gens ils mettent des bracelets, bon, il y a tout un protocole qu'on a mis en place, mais on accepte les gens de l'extérieur. Il faut avoir réservé, et après c'est comme une liste d'attente, enfin en tout cas voilà, si tu es sur la liste, ils peuvent venir. Si tu es sur la liste, tu peux rentrer, on te met un bracelet spécifique pour le restaurant, daté, donc il vient de manger le midi ou soir. Et en plus maintenant, si il y a pas, parce qu'on a un petit parking, donc on peut pas accepter tous les gens du restaurant, donc ils peuvent se garer à l'extérieur. Ils appellent et on a un buggy, c'est eux qui d'accord, j'ai vu le buggy, il y a un buggy sans permis là, mais
Ils vont chercher les gens là où ils sont garés. D'accord. Ils allez vous garer sur les parkings un peu à l'extérieur du camping, même un peu loin. Ils vont les chercher, ils les amènent pour manger, ils les ramènent à leur voiture après. Ah ouais, Ouais. donc le côté un peu all inclusive du Voilà, restaurant et le côté un peu c'est un VIP petit quoi. service en plus et que les gens apprécient beaucoup, hein, le petit buggy là. Et donc par contre pour le bar, les gens font pas forcément l'effort de venir juste pour aller aux soirées beach party, On a quelques. Alors oui, on fait on en fait 2 dans la saison, une en juillet, une en août. On fait des beach parties, donc on appelle ça des journées blanches. Là, Ouais. c'est de midi à 22h. D'accord, ouais. Les journées là blanc, il y a plancha barbecue sur la plage. Dans Yadichi, on fait des scènes danseuses. Bon, c'est un truc un peu hype là. Ouais. Bon, on le fait, on l'a fait. Ils ont décidé de le faire 2 fois cette année. Ouais. Pour moi, j'aime bien les choses. On fait des soirées spécifiques tous les ans. J'aime bien qu'il n'y en ait qu'une. Ah ouais. Parce qu'en fait, si tu n'es pas là, ben, tant pis, tu l'as raté. Mais l'année prochaine, je serai là parce que Ouais, je l'ai ouais. raté. Tu vois, c'est et moi, je suis plutôt sur ce principe-là. On a toujours fait qu'une seule soirée. D'accord, ouais. On a des soirées à thème ici où les gens se déplacent pour être là parce qu'ils ont dit ah oui, c'est là, il faut qu'on la fasse. D'accord. Donc là, c'était la soirée blanche. Donc d'ailleurs, c'est sponsor, mouette et tout. Donc, voilà, c'est un peu la belle soirée, la belle journée. Donc il y a des gens pas mal c'est un peu Ouais. devenu un endroit un peu Alors les gens de tendance de l'extérieur l'extérieur. viennent là. Donc D'accord. c'est pour ça qu'il faut le faire qu'une fois parce que ça quand même ça génère un peu de bruit. Ouais, oui. Il y a beaucoup de monde sur la plage, beaucoup de monde. Tout est relatif, on n'est pas habituel quoi. Ouais. Mais voilà, ça marche. Ça a bien développé le bar, le resto. Ça nous fait connaître aussi parce que les gens du coup qui sont pas du camping, ils disent ah mais putain on savait pas que ça existait Ouais. ça ici. C'est toujours une réflexion en fait. Bien sûr. Parce que pour Ah ouais, venir ouais. chez nous, c'est un cul-de-sac. Donc il faut venir, il faut passer. Et les gens, souvent, la première fois qu'ils viennent, ils disent ah, mais on se rendait pas compte qu'il pouvait y avoir ça au bout de la rue, Oui, c'est sûr. Ouais. au bout du bout. Ça fait un peu. Et ils arrivent sur le exclusif parking, ils savent pas. Même se mettre sur le parking, l'accueil c'est n'est pas top. pas immense. Enfin, des Ouais. fois, les gens ils mettent le paquet sur l'accueil parce que c'est le premier truc pour annoncer Mm. la couleur. Et des fois, en fait, on rentre dedans et il y a pas grand chose. Ils font des fois des accueils avec des architectes. Mais vous, c'est plutôt un petit accueil par rapport après à la C'est ça. qualité de Bon, service. c'est un tour, il faudrait qu'on travaille un peu le parking que je trouve mais Ouais. après une fois qu'on est sur le parking, qu'on a pris les clés et qu'on rentre dans le camping, Ouais. là Il y a l'effet, ah ouais. ouais, ils se disent ah ouais, on c'est d'accord. D'accord. On savait pas qu'il y avait ça au bout quoi. Et après, pour revenir sur la partie piscine, donc c'est un espace spa. Au début, vous avez dit on le met pas que pour les adultes. Donc ça Ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Non, ça n'a pas duré longtemps parce qu'on s'est vite aperçu que en avant-saison, encore une fois, dans l'été, parce que l'été, nous on a la plage, donc les gens, la piscine a fait, elle fait 5000 hectares quoi. Donc tu vois, elle est belle celle-là. Puis elle coûte moins cher en entretien. Donc les gens ils sont beaucoup à la plage D'accord. et sur le sable. Mais les ailes de saison, il fallait qu'on puisse les accueillir et quand c'est les vacances scolaires ou les week-ends où il y a les enfants, tu ne veux pas laisser les enfants dehors quoi. Mm. Donc on a mis en place des créneaux horaires pour que tout le monde puisse être content. D'accord. Donc on a des périodes où les enfants peuvent venir accompagner les parents. Mm. Les enfants ils sont jamais seuls D'accord. dans la piscine, tu n'envoies pas tes enfants. Et puis il y a des moments spa balnéo vraiment. Et après il y a où, vraiment que des les enfants. adultes. Le matin souvent c'est que pour les adultes, l'après-midi il y a une partie au soir c'est pour les adultes et entre-temps, fin de matinée et début d'après-midi où on fait pour les enfants. Ok. Voilà. D'accord. Bon, mais super. Et après, donc vous avez donc ces espaces. Et après, par contre, tu as une partie propriétaire, une partie emplacement nu, ça. Donc tu gardes des emplacements nus Ah oui, ça j'y tiens. également. Ouais. Ça, C'est aussi- pareil quand on a refait le camping. Je me rappelle, j'avais des conversations à la Fédé avec des collègues. C'était l'époque, il y a quelques années, où on mettait beaucoup de locatifs et on en a mis aussi beaucoup. Hein. Mm. Et moi, j'avais créé des emplacements. La première zone qu'on avait fait là-bas, c'était que du sable. J'ai Ouais. fait des paliers avec des rochers, des enrochements pour faire des paliers, pour faire des places de camping. Et donc, on en a une 40, 45 et 50, ça dépend tous les ans, parce qu'on a perdu du résidentiel. Donc, Ah oui. on va dire qu'on est à 50 places de camping quoi. Et ça c'est important parce que c'est pareil, on a beaucoup fidélisé les emplacements. campeurs. Ouais. D'accord. On a des emplacements qui sont loués. Les gens ils sont cette année là donc là on est fin septembre, juillet août sur une partie des emplacements on a déjà les locations qui sont prêtes pour l'année prochaine. D'accord. Et on leur fait payer nous 40 €. Ouais. Ils bloquent l'emplacement. Mais ils réservent avant de partir parce qu'ils sont sûrs de l'avoir. D'accord. On a eu une anecdote cette année, les gens, il y en a un, il vient et putain, à chaque fois j'arrive jamais à avoir mon emplacement et cette année il dit je vais à l'accueil et je vais le réserver. Entre temps il y avait le mec derrière qui avait entendu, il est passé avant lui à l'accueil, C'est pas. il a réservé, mais il dit
C'est pas possible, mais à quel moment il va falloir que je puisse réserver pour avoir l'emplacement? Ah ouais, donc ils se réservent à l'avance. Et ouais, non, maintenant c'est de plus en plus tôt. D'accord. Pour les emplacements précis où les gens les veulent. Et tu veux pas, par exemple, augmenter les prix pour qu'il non, la non, demande, si tu as plus de demandes. Non, mais alors tu veux après, rester raisonnable. alors, si ça existe parce qu'on fait du yield, Ouais, donc voilà. en fait le prix se fluctue en Augmente fonction de la demande et de l'offre. Donc ça, c'est vraiment en place chez Yellow depuis cette année. Nous on s'était formé avec Adrien avant d'être chez Yellow, on s'était formé 2015 sur ça. On avait déjà la volonté de le faire, mais T'avais tout anticipé, toi. ouais, mais tu t'anticipes, mais parce que tu penses à des trucs forcément, mais après c'est des machines, hein. Heureusement qu'on est chez Yellow et que eux ils ont un service qui est top de pricing et ça marche très bien, et heureusement parce que c'est quand même une grosse machine. Oui, il faut le gérer après. Voilà. Comprendre un peu le gérer, quoi. Il faut le gérer. Donc Et oser aussi des fois, parce que des fois. Il faut oser le faire, mais il faut côté les compétences. Ouais. Parce que tu vas pas dire comme ça, allez, je mets 5 points de plus aujourd'hui, mais pourquoi? Est-ce que tu es au bon moment? Est-ce que c'est le bon moment de le faire? Il faut être matheux déjà, et puis après ça. Oui, puis il faut avoir des logiciels derrière qui fonctionnent et tout. Et il faut parler quand même du reste du camping. Donc on a les emplacements camping, mais on a travaillé en village, donc en patate, et on a des thèmes. Donc là on est sur le thème marina, donc en face on a des filets parce que les gens ils sont arrivés de la pêche, ils ont mis, pour protéger les abords, on a mis des filets. Bon, enfin, on raconte des histoires ici, c'est important. Donc c'est comme si c'était les pêcheurs qui faisaient tendre les filets. Là-bas, les premium plages, on est plutôt sur des poteaux, terrasses, bois. J'ai acheté en Charente du châtaignier brut, écorcé. Et on a fait toutes les terrasses comme ça, les toitures aussi. Et en fait, c'est comme si on avait récupéré le bois sur la plage et que Robinson il avait monté sa terrasse. Alors on a des Key West, d'accord, donc c'est pas un mobil-home non plus en bois, mais la terrasse elle est comme ça. Donc là-bas, on a les emplacements de camping, ça reste classique avec de la végétation. En haut, on a des villages cabanes. Après, on a fait cette année, on a mis des cabanes pilotis premium. Donc comme ils sont sur une partie haute, ils ont une vue sur 180 degrés sur tout le lac. Ils voient tout le lac depuis en haut. Il y a beaucoup d'endroits du camping où on voit le lac. On a fait un village sur une dune aussi, sur notre partie du camping, où il y a des vues lac. Et là, on travaille par village 100% piéton aussi. À chaque fois, c'est des villages avec soit un fournisseur spécifique. Donc on a pris, voilà, on a fait du Rapidum, donc c'est tous les mêmes. Là, on a mis des cabanes, on a travaillé avec Casarbor cette année qui nous a fait 4 cabanes. C'est bien. Et puis le village de cabane derrière sur Pilotis aussi, qui est pour 100% piéton. Voilà, on a travaillé à chaque fois avec des fournisseurs, donc des thèmes. Ok. Et après, et la partie résidentielle au bout. Mais là c'est pareil, dans la restructuration, quand on est arrivé ici là où on est, il y avait des résidents. Et il a fallu, sans perdre un résident, c'est-à-dire que nous on n'a jamais mis un résident dehors. Ça s'est fait naturellement, les gens sont partis parce qu'ils ont vieilli, parce que les enfants ne voulaient pas reprendre, parce que peu importe, et aussi parce que aussi on a augmenté les prix et que certains n'ont pas pu suivre, parce qu'on a aussi demandé à changer des mobil-homes vers des mobil-homes neufs, parce que on avait encore des wagons en ferraille là, des mobil-homes. Oui, il fallait quand on est arrivé. Standing donc de oui, et puis c'est standing, ça c'est important. Il faut le renouveler, quoi. Au bout de 10 ans, il y avait des règles. Il faut que le mobil-home ne soit pas trop vétuste, quoi. Les vieux châssis, il n'y a pas de timon parce qu'il est rouillé, tu peux plus le tirer. À un moment donné, il faut quand même qu'on soit dans la norme. Donc ça, on a demandé que ça change. Alors donc voilà, tous ces gens-là qui sont partis naturellement. Et donc là, on a notre petit cocon il y a 50 emplacements, on en a 47 aujourd'hui. On est sur ce nombre-là, ça n'évoluera pas à la hausse. Ça pourra sûrement baisser si ça doit baisser, mais encore une fois, s'il reste, on les gardera volontiers parce que ils font partie intégrante du camping. C'est l'histoire même. Il y en a certains, ça fait 45 ans qu'ils sont là. Oui, ça donne une certaine. C'est là où il y a quand même le terrain de pétanque, on sent que ça vit aussi, qu'il y a certains rituels, que c'est aussi un village, et voilà, et ça se marie assez bien, et la diversité dans un camping c'est toujours bon, comme avoir que des locations, que des emplacements. C'est vrai que c'est, et on le sent ici parce que après il y a des quartiers qui sont un peu moins premium, donc je pense aussi en termes de tarifs qui sont beaucoup plus accessibles, donc t'as pas créé qu'un camping. On a des entrées de gamme jusqu'à d'ailleurs ce qui est pris en premier en réservation là pour l'année prochaine en premium, tous les emplacements de plage, ceux qui sont recherchés sont déjà pris pour l'année prochaine, ils ont pré-réservé, mais on a la même situation pour des mobil-homes entrée de gamme, des petits mobil-homes qui font 7 par 4,
même pas les Vénus, là, si, c'est le mettre. Des entrées de gamme chez nous qui sont pareilles. Toi, tu constates ce qui parle le plus, c'est le premium et c'est les entrées de gamme. Je pense que c'est toujours, toujours la même chose chez tout le monde. Les premiers prix partent en premier et les hauts de gamme partent en premier, quoi. Après, je ne dis pas qu'il n'y ait pas des réservations sur les moyennes gammes au milieu qu'on a déjà pré-réservé pour les prochaines. Mais c'est pas là où il y en a le plus. Ok. Et donc du coup, voilà, aujourd'hui en tout cas sacré parcours et c'est vrai que merci de nous l'avoir partagé dans son intégralité. Donc forcément, avec du recul, toi aujourd'hui, donc tu es content de l'avoir fait. Tu trouves que c'était un peu téméraire de ta part de faire ça aussi fort, aussi vite, ou finalement restructurer son camping dans son intégralité comme ça, tu le referais complètement. Alors, pareil. Je regrette rien parce qu'il faut pas. Ouais. Je sais si tu l'as fait, de toute façon c'est comme ça, hein, tu vas pas refaire le monde, tu vas pas revenir en arrière. On a malheureusement pas la baguette magique pour le faire. Mais je referai. Au final, j'aimerais qu'il soit comme ça. Mais par contre, j'aurais pas commencé pareil. D'accord. C'est-à-dire que si j'avais pu, parce que bon, financièrement aussi, il faut faire avec tes moyens. Nous, on était très contents d'avoir tous les résidents, presque les 175 résidents qu'on a eu, presque 200 résidents qu'on avait au début. On était très contents de les avoir parce que c'est eux, en septembre, quand on avait l'échéance, c'est eux qui nous payaient, qui remboursaient le crédit quand même. Donc, tu vois, on était bien contents qu'ils soient là. Ouais. Donc, peut-être aussi en période de Covid. T'as dû aussi un peu flipper. Ouais, moins aujourd'hui parce que oui, on en a que 45, 50, donc c'est moins significatif. Mais surtout au début, quand on a créé, quand tu arrives, tu es bien content d'avoir cet argent qui tombe pour. C'est simple, nous, tous les résidents, tout partait à la banque pour rembourser le financement. Donc c'était réglé, on savait de l'achat. Bon, enfin, si demain je devais refaire la même chose, je ferais de suite le plan général par le géomètre. Ah oui. Je partirais sur un état existant et je mettrais de suite mon plan fini 2025 au début. D'accord. Et là après tu te casses pas pour refaire. Et après tu te dis tu as ton objectif dans 10 ou 15 ans comment alors, il évoluera forcément un peu ton truc parce que tu vas avoir des idées mais tu as quand même une trame globale et moi je l'aurais fait comme ça m'aurait évité sûrement de dépenser de l'argent à des endroits où j'aurais pas dû. Et nous le principe qu'on a eu depuis le début, on a endetté la structure, c'est-à-dire que nous on a pris le parti de pas pas s'enrichir personnellement. On a toujours 100% de ce qui s'est fait, c'est la structure qui l'a payé et on a toujours mis beaucoup d'investissements tous les ans. On a énormément, on a des dettes forcément financières, hein, c'est normal, hein, mais tu as pas ça sans, ça tombe pas du ciel non plus. Mais voilà, ça c'était un principe, c'était une volonté. Il n'y a aucun regret là-dessus, j'aurais fait la même chose. Et j'aurais, la première fois, j'aurais de suite mis du locatif. Beaucoup plus de suite. Parce que quand même, c'est quelque chose qui te rapporte quand même, quand tu fais les ratios, nous on a des rêves-par de dingue sur le locatif, on est à plus de 18 000 € de moyenne. En rêve-par. On a des rêve-par qui dépassent les 30 000 € sur les premium. Non, pas sur les house. Ici on est un peu moins sur les premium plages. Ah oui. Donc j'aurais mis du locatif beaucoup plus tôt, ça c'est sûr. Mais bon, il faut avoir les moyens de le faire, c'est toujours pareil. Parce que ça coûte combien un Taos neuf aujourd'hui, si tu veux non mais il faut faire les moyens, parce que si tu veux mettre un locatif aujourd'hui, alors quand je dis locatif, c'est équipement intérieur, vaisselle, terrasse, mobilier extérieur, il te faut au moins 30 000 €. C'est-à-dire que mobil-home compris et tout, la clim, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le client il veut de la prestation. On l'a mal habitué. À force de mettre tellement de prestations dans les locatifs, c'est que la norme standard maintenant dans la location, c'est si t'as pas la clim. Alors moi, le wifi. J'avoue que je suis venu dans un hébergement comme ça, je vais avoir du mal après à descendre. Alors, mais voilà, donc tu vas être l'exemple type du client qui va être exigeant, mais c'est normal. C'est aussi, c'est notre faute, oui et non. C'est que tout le monde met tellement de prestations dans les hébergements, quand un client commence à aller dans certains campings, mais tant mieux, hein, les normes nous ont fait du mal et du bien, parce qu'on nous a tellement mis de normes, les arrêtés préfectoraux nous ont fait du mal, parce qu'il faut se les enquiller quand même, quand on te dit il faut tout refaire, monsieur, il faut mettre des modules à 4 mètres, il faut mettre des RIA, il faut mettre, tu as des contraintes.
mais au final, les contraintes, on les a absorbées. Et puis aujourd'hui, les campings, ils ont tous, ça a tous évolué vers le haut. Ça permet de venir tirer aussi une autre clientèle qui redécouvre le camping. Ils se disent ah ouais, mais c'est ça aussi. On a une clientèle il y a quelques années, quand les 5 étoiles sont créés, que certains campings sont mis là-dedans. On a eu des clients qui étaient avant clients Club Med ou ce type d'hébergement qui sont arrivés, parce que c'est de plus en plus cher aussi le Club Med, et ils sont arrivés dans les campings, quoi. Et donc la Presta a suivi. Donc moi je trouve ça très, très bien aujourd'hui. Bon, le problème c'est que il va falloir qu'à un moment donné on se mette des limites, quoi, parce que on ne peut pas non plus toujours aller dans la Presta, ça coûte de l'argent quand même. Et le client, il y a un moment où il faut s'arrêter, parce que tu sais, le prix, c'est jusqu'à quel niveau le client est capable de mettre ce prix-là. Et à un moment donné, tu vois que ce prix-là, c'est la limite. S'il ne peut plus le mettre, c'est que c'est ton prix. C'est pas toi à choisir le prix, c'est le client qui va te dire à un moment donné, bon voilà, à ce niveau-là j'y vais, après j'y vais plus, quoi. Et puis après il peut le mettre, mais après aussi avoir une certaine amertume et que ça se ressente aussi sur Alors ça existe, les avis, quoi. Ça existe, il y a une certaine clientèle qui doit être chez tout le monde, hein, c'est pas que chez moi. Il y a des gens qui ont envie d'être dans un Taos ou autre, d'avoir vraiment de la prestation, donc ils se tordent. C'est-à-dire que c'est une bêtise, et les mecs ils ont 3000 de budget pour la semaine, ils vont mettre 2700 balles dans le mobil-home parce que s'ils veulent être là et tout, donc ils sont à flux tendu, quoi. Donc s'il y a un petit grain d'os dans le mobil-home, c'est des gens qui sont toujours hyper critiques, parce que ils sont frustrés s'ils n'ont pas le niveau de ce que eux ils attendaient. Alors que celui qui a les moyens de dire moi je prends celui-là à 3000, il est exigeant, on a de plus en plus de gens exigeants, je dis pas ça, mais on a fait un état, on en a discuté nous au bureau, on a compris de ce type de client qui est entre deux. D'où l'importance d'être clair, et aussi que les gens ne se trompent pas, et avoir une offre qui ne soit pas survendue. Et voilà, et ça c'est, je pense. Mais après le client qui a envie d'avoir ça, tu vas pas lui dire non plus, quand il réserve, mais c'est quand il est là, tu t'aperçois qu'en fait il est juste limite en termes de moyens, quoi. Il aurait pris la gamme juste en dessous. Il se serait éclaté, puisque la Presta elle est top. Et mais il a été un peu trop haut au niveau de l'hébergement. C'est peut-être un peu le côté frustration, c'est que quand on vient vers ton camping, on arrive sur ces hébergements là, ils sont omniprésents, les hébergements qui sont en bord de port ou en bord de plage, et donc forcément ça doit donner envie. Oui, t'as envie d'être là, c'est sûr. Même nous on est au port, mais quand on voit la vue sur le lever de soleil, non mais après. Le gros avantage en plus du camping My Guide, c'est que si tu vas boire un café ou que tu vas sur la plage, tu bénéficies de cette vue et tout ça, donc c'est sûr, quoi. Honnêtement, c'est pas quelque chose d'inaccessible. Non, et puis nous on a mis en place, ce qu'on a fait dans tout le camping, c'est que on a amené même au milieu du camping la plage, c'est-à-dire que là on est sur du sable blanc, même le mobil-home au milieu, l'hébergement, mobil-home ou d'ailleurs ou plage sur d'autres hébergements, on amène la plage à chaque fois. Alors ça c'est quelque chose qui... Ils ont tous du sable. Je voulais te demander, c'est du sable importé parce qu'il est pas seulement en blanc. Ça c'est du sable qu'on a acheté chez un fournisseur de matériaux, quoi. D'accord, Et sur la plage aussi? Non, tout est naturel. Là. D'accord, ça c'est naturel. Tout, la plage naturelle, le fond, l'eau, on n'a rien touché. Ok, d'accord. Bon, mais super. Merci Jérôme pour tous ces points. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais qu'on évoque? Je sais pas, on peut parler, tu voulais qu'on parle peut-être un peu de chiffres, mais je peux te dire aujourd'hui, vite fait, comment ça s'est passé. On a acheté un camping qui faisait sur le papier en tout cas, quand on a acheté 600 000, et aujourd'hui on fait 2,6 millions, quoi. D'accord, donc d'où avec 50 places de moins. Évolution. Donc mais parce que tu parlais aussi de RevPAR, et ça c'est vrai que c'est une notion. On a des très bons RevPAR. Alors c'est tout ça, il faut là-dessus. Moi quand j'étais pas encore une fois fervent de rentrer dans un groupe, mais grâce à Yellow quand même, on a réussi à maintenir ce niveau de prix, quoi. Cette qualité de service. Parce que quand on est rentré quand Yellow nous a dit on rentre chez toi, j'avais pas pensé
à pouvoir, à moi, indépendant, mettre ce type de tarif, quoi. D'accord, ouais. Ouais, c'est ce que je disais, oser, parce que c'est vrai que souvent aussi on connaît nos clients, on n'a pas envie aussi d'augmenter, et ça, ça souvent ça donc ça nous a fait du bien, et aujourd'hui tu te rends compte qu'on est placé en prix et que les gens ils disent rien sur les prix. Voilà. Ils vont peut-être rechigner sur là où on a un petit bugué sur on essaie d'être bon, mais on n'est pas à 100%, mais on essaie d'être bon quand même. Ils peuvent rechigner sur un petit truc, mais ils se plaignent pas du prix. Ça, c'est important. Donc, ça veut dire que tu vois, sur le prix, on est encore bon. Ouais, d'accord. On a peut-être encore de la marge de manœuvre. Tu dis que c'était pas cher, 300. Non, en tout cas, c'est vrai que par rapport à l'effet waouh que j'ai eu et la qualité et le lieu exceptionnel dans lequel on est, c'est vrai que des fois quand on veut réserver des hôtels, et là pour le coup c'est prohibitif, 500 €, 600 € la nuit, des fois voilà, là c'était différent, c'était deux couples, mais en tout cas on vit une vraie expérience quand on vient ici, et ça c'est quelque chose qui est assez unique, et c'est pour ça que des fois quand on parle de prix sur cette notion-là, c'est différent, et c'est vrai que c'est très appréciable, toute cette réflexion que tu as eue de qualité, et là-dessus, on le sent directement quand on vient ici. D'accord, merci Jérôme. Je finis souvent les podcasts en demandant qui est-ce que tu aimerais qu'on interviewe comme gérant de camping et comme fournisseur, par exemple, voilà, une personne comme toi qui fait bouger les choses. Alors moi j'en ai un, hein, s'il écoute, il sera... quand je suis rentré chez Hello, j'ai été visiter des campings. Ouais. Il y en a un qui vraiment, je trouve que c'est fantastique ce qu'il fait. Il est juste boutiste, tu vois, il va dans le détail de tout, et je pense que c'est un bel exemple. C'est Jean-Guy Amat. Voilà, il faut vraiment. Je pense qu'il voilà, faut écouter ce qu'il fait et ce qu'il a fait, c'est top. Il est dans ma liste, et Jean, si tu nous entends, on t'enverra le podcast et on te contactera prochainement. Excuse-moi, je l'ai pas fait pour que tu sois obligé de le faire. Je le fais parce que vraiment, je crois que c'est une vraie référence. Et après, en fournisseur, moi je vais parler d'Eric Brel parce que j'ai une très bonne relation avec lui avec Polymidi, avec qui j'ai travaillé. C'est un fournisseur avec qui je travaille en confiance et qui nous a apporté aussi beaucoup ici. Mais ça aussi, oui, c'est vrai que toute cette restructuration de camping, c'est aussi pour ça que j'ai voulu venir vers toi, Jérôme, parce que autant il y a des choses évidentes comme les parcs aquatiques qu'on voit beaucoup, mais aujourd'hui repenser la place du village, repenser l'architecture de son camping, ça c'est des vrais sujets, parce qu'on voit beaucoup de campings avec des routes qui traversent le camping et qui coupent toute cette zone de convivialité, et que ce soit sur les hébergements ou sur les lieux de vie. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un sujet hyper intéressant que tu nous as évoqué. Donc merci beaucoup Jérôme. Merci Johan, merci d'être venu nous voir. Hein. Avec plaisir, et puis à très vite sur les salons. À très vite, merci. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux ou nous classer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Un petit commentaire pour la force, et rendez-vous à la piscine autour d'un Geek Tonic.